Bonjour Isabelle Coupé-Soubéran. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vous reçois aujourd'hui car vous participez à la table ronde Est-on à l'abri de nouvelles crises financières dans le cadre du prochain printemps de l'économie, donc Xerfi Canal et partenaires. Alors d'abord, aujourd'hui, on a une légère reprise qui se dessine en Europe. Peut-on dire que, corollairement, le risque de crise financière s'éloigne ? Alors, il est vrai que les chiffres de la croissance pour 2015 et 2016 ont été assez récemment revus à la hausse. Et la BCE, la Banque Centrale Européenne, prévoit même une croissance supérieure à 2% à l'horizon de 2017. Côté inflation, toutefois, c'est un petit peu plus ambigu, parce que la BCE prévoit une stagnation cette année et plus 1,5% l'an prochain. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que pour l'Europe en tout cas, il s'agit d'une reprise légère, pas véritablement d'une reprise franche, et surtout qui tient davantage, je dirais, au contexte international, notamment à la baisse des prix du pétrole, mais qui, dit-on, touche à sa fin, en tout cas plus à ça qu'au propre ressort de la zone euro, qui reste encore pas mal englué dans des problèmes de gouvernance, qui n'a toujours pas un policy mix, c'est-à-dire une combinaison de politiques économiques adaptées à la correction des déséquilibres et des divergences au sein de la zone. Et c'est d'ailleurs un sujet qui mobilise actuellement les réflexions du Conseil d'analyse économique. Donc le risque déflationniste dans ce contexte n'est pas totalement écarté. Et je crois que le scénario d'une stagnation séculaire reste envisageable. Quant au risque de crise financière, eh bien, il n'est pas écarté non plus. Alors, à ce niveau, justement, que faut-il penser du plan de rachat d'actifs de 1100 milliards d'euros de la BCE décidé fin janvier? Est-ce que cette injection massive de liquidités peut provoquer un phénomène de bulle? Est-ce que le principal risque, il est là? Il faut espérer que les liquidités déversées par la Banque Centrale Européenne dans le cadre de son quantitative easing, plus d'1 millier de milliards d'euros, comme vous venez de le rappeler, rejoindront bien le circuit économique et réduiront ainsi la déflation. Car si ce n'est pas le cas, on retrouvera bien ces liquidités quelque part et je crois que c'est dans les bulles de prix d'actifs qu'on risque alors de les retrouver. Or, pour que ces 1100 milliards d'euros de monnaie centrale se transforment en masse monétaire, il faut que les canaux de transmission fonctionnent bien et on peut avoir quelques doutes en ce qui concerne le bilan des banques. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des doutes ? C'est censé être un canal de transmission très important de la politique monétaire en Europe, mais les banques, du moins les plus grandes d'entre elles, sont de moins en moins tournées vers l'économie réelle, c'est-à-dire vers le financement des entreprises, que ce soit par des crédits ou par des achats de titres émis par les entreprises. Donc les liquidités de la Banque Centrale Européenne risquent malheureusement de ne pas rejoindre l'économie réelle et au contraire d'alimenter des bulles qui, lorsqu'elles éclatent, déclenchent une crise financière. Alors, outre ce problème de bulles que vous évoquez, d'où pourraient venir les risques de nouvelles crises financières? Est-ce qu'il y a un risque à aller chercher du côté des dettes souveraines avec le risque d'un défaut grec ou encore italien? Dans un de ses livres, Paul Krugman expliquait que les crises reviennent toujours, mais jamais par là où on les attend. Alors bien sûr qu'un défaut grec ou italien pourrait être un dangereux catalyseur, mais la question importante, me semble-t-il, n'est pas tant de savoir d'où cela peut venir, mais bien davantage, a-t-on érigé des digues suffisamment hautes, suffisamment épaisses, pour résister à une éventuelle prochaine crue ? Alors oui, mais depuis la crise de 2008, la régulation bancaire a été renforcée. Il y a notamment eu les accords de Bâle III. Il y a eu 2 vagues de stress test, 2011 et 2014. Puis il y a aussi eu l'union bancaire au niveau européen. Et vous estimez que malgré cela, les risques ne sont pas écartés. Alors pourquoi? Quels sont les risques qui pèsent encore sur l'activité bancaire? Alors oui, c'est vrai, Bâle III a un peu renforcé les exigences de fonds propres et introduit également de nouvelles exigences en matière de liquidité. Je crois même que nous en avions discuté ensemble sur ce plateau. Mais Bâle III n'a pas remis en question un point majeur qui est la complexité excessive de ces règles, complexité dont les banques tirent parti. C'est directement lié au fait que les exigences de fonds propres sont basées sur les risques et que ces risques sont évalués par les banques elles-mêmes et donc nécessairement sous-estimées par elles, c'est bien naturel. Tant qu'on n'aura pas un plafonnement simple du levier d'endettement des banques à l'aide d'un ratio de levier, la solvabilité des banques sera sujette à incertitude.
Donc les résultats des stress tests, tels que les a présentés la BCE, ne donnent pas, selon vous, une appréciation fiable de la solidité des banques de la zone euro? Alors ça aussi, nous en avions parlé. Je crois que ces résultats ont un peu embelli la situation. Les banques seront solides et résilientes quand elles seront capables de satisfaire les 10,5 à 15,5% de fonds propres recommandés par Bâle III, non pas en pourcentage des actifs pondérés par les risques, mais en pourcentage du total de leurs actifs, et résilientes également quand elles respecteront des ratios de liquidité sans rabotage. Alors, je dirais toutefois qu'il faut saluer le travail actuel des régulateurs autour des établissements systémiques, avec la mise en place de surcharges systémiques et la définition d'une capacité d'absorption des pertes. Et ces mesures, qui sont des mesures de nature macro-prudentielle, commencent à porter leurs fruits. Récemment, JP Morgan a annoncé qu'elle soumettrait à un taux négatif les dépôts de ses gros clients institutionnels, le but étant d'en limiter l'importance à son bilan, car cela fait grimper son score de systémicité. Alors si JP Morgan parvient ainsi à lancer le mouvement, eh bien les grandes banques systémiques pourraient enfin se mettre au régime, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, pour la stabilité financière. Alors, en ce moment, autre sujet, on entend beaucoup parler de shadow banking. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de l'ampleur du phénomène et nous décrire quels sont les risques qui y sont associés? Alors oui, c'est un sujet qui mobilise beaucoup le Fonds monétaire international et le Financial Stability Board, qui évalue à quelque 75 000 milliards de dollars cet ensemble d'entités non bancaires qui effectuent des opérations de banque, qui portent des risques de banque sans être réglementées comme les banques. Ce qui me gêne toutefois un peu, moi, dans ces réflexions, c'est l'argument dont le lobby bancaire use et abuse, selon lequel plus on réglemente les banques et plus on favorise l'essor du shadow banking. Sous-entendu, stop aux réformes bancaires et financières. Alors, il est vrai que le shadow banking a poursuivi son essor pendant la crise. Et on ne peut donc rien faire pour endiguer le phénomène? Si, justement, je crois qu'il n'y a pas de fatalité à cela. Cela signifie qu'à mesure qu'on renforce les réglementations bancaires, il faut absolument surveiller les liens entre les banques et les shadow banks, réduire ces liens pour que le shadow banking n'offre plus une échappatoire qui élève l'instabilité du système financier, parce que tous ces liens, toutes ces connexions entre banques et shadow banks sont porteurs de risques systémiques. Pour conclure, si on met de côté tous les risques que vous venez d'évoquer, certains économistes observent trivialement que les crises financières se produisent tous les 8 ans. La faillite de Lehman Brothers, c'était en 2008. Est-ce qu'il faut tout simplement redouter une loi des cycles? J'ai tendance à penser que les lois précises et régulières, c'est plus pour la science physique que pour l'économie. Donc je ne sais pas s'il faut redouter la huitaine que vous évoquez. Mais ce qu'on sait bien, en revanche, c'est que les cycles financiers sont d'une ampleur et d'une force qui peuvent être redoutablement déstabilisantes pour l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle il faut contrer le cycle financier, dont on sent bien d'ailleurs, à travers les mouvements d'euphorie de ces derniers temps sur les marchés financiers, qu'il est en phase ascendante, ce cycle financier. Et pour cela, eh bien, pour contrer le cycle financier, il faut développer encore le macro-prudentiel, il faut mobiliser toute une batterie d'instruments permettant d'endiguer ce risque systémique qui couve. Eh bien, Jésabel Coupet-Soubeyran, merci pour ce décryptage des risques qui pèsent encore sur le système financier. Merci. Merci à vous.